Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 32e numéro de votre émission 52 minutes chrono, première partie comme d'habitude consacrée aux faits marquants de l'actualité avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qui honore la glorieuse équipe du FLN, les pouvoirs publics à travers son ministère de la Jeunesse et des Sports qui rassure les athlètes bloqués à l'étranger, notamment le champion olympique Toufiq Makhloufi. On reviendra également sur le dernier classement de l'AIBA en boxe, Ben Chebla et Morjan, ainsi que Romaïssa Boualem, qui figure dans le top 10 du dernier classement. Il y aura également un portrait du meneur du Wydad de Boufarik, Halim Kawan, qui s'est confié à notre collègue réalisateur Rachid Mekidesh. Et dans la deuxième partie, on reviendra sur le 58e anniversaire de l'indépendance. Et à l'occasion, on reviendra également sur la création du comité olympique algérien avec nos invités, notre consultant Nordin Hani. Nous avons cela place aux dames. Tout d'abord, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui une collègue en la personne de Mechti Fatma Zohra, mais pas que, puisqu'elle est la première athlète algérienne en judo à participer à un championnat du monde, et c'est un réel plaisir qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Mechti Fatma Zohra, bonsoir et bienvenue. Merci Mkhtar, c'est gentil parce que c'est... Vous êtes chez vous, je rentre dans l'histoire. J'ai fait partie de l'histoire algérien, voilà, de judo surtout. C'est une chose qui est quand même assez importante pour la femme sportive. Pour vous, pour la femme sportive, oui, on va revenir avec vous sur un petit peu cette étape importante du sport algérien, à savoir les années 70, 80, quelques années après l'indépendance, puisqu'hier nous avons fêté le 58e anniversaire de l'indépendance. Nordin Hani, de retour cette fois-ci après un petit bobo de santé, une petite foulure à la cheville la semaine dernière. Espérons que ça va mieux, alhamdoulilah. Nordin, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, absolument, donc ça va un peu mieux. Ça a été très dur de rater cette émission de 52 chrono. On y a pris l'habitude. Pourtant, vous avez tout fait la semaine dernière pour être ici. Hein. Absolument, donc, mais c'était impossible, mais ce n'était qu'une semaine. Donc, comme quoi la santé, c'est très important dans la vie. Très content d'être en face d'une ancienne amie à moi. Donc, on a fait, elle était sur les tatamis, moi sur les terrains de handball. Donc, Zohra, Mechti, et puis très content de retrouver tous les téléspectateurs qui nous suivent assidûment et qui sont nombreux à nous encourager. Chaque lundi, on a fait exprès de vous rassembler aujourd'hui, puisque vous êtes un petit peu la résultante de la réforme sportive et surtout de ce qui a été fait après l'indépendance, puisqu'il y avait du sport et des sportifs glorieux avant l'indépendance. On va en parler. On a fêté le 5 juillet hier, 58 ans plus tard. Que peut-on dire aujourd'hui du sport algérien, Nordin Hani? Tout d'abord, on peut dire qu'on doit être fier d'abord du sport algérien, parce que même si ces dernières années, c'est des années de disette, le sport a un petit peu régressé, mais il ne faut pas oublier que le sport, depuis l'indépendance, a marqué beaucoup de célébrations. On a un exemple à travers Mechti, qui est là. On a eu beaucoup de consécrations, on a eu des politiques sportives, on a eu la réforme sportive, on a eu beaucoup de choses, donc on peut être fier. 58 ans, c'est peu, hein, dans la vie d'un peuple, d'un pays qui a été marqué par la colonisation, qui a été bloqué, qui ne pouvait pas s'exprimer, qui a commencé à s'exprimer dès 62. Il s'est exprimé à travers des personnes avant l'indépendance, parce qu'on va en parler, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très très positif qu'a amené le sport algérien. Et toujours active, Fatma Zohra, puisqu'elle forme toujours dans cette spécialité, à savoir le judo. 58 ans plus tard, qu'avez-vous à dire? Oui, je suis très fière. Je suis très fière parce que mes débuts, par exemple, les années 68, 69, 70, c'était pas facile. Il y avait le sport, mais pas pour les femmes. Surtout les sports individuels, sports de combat, c'était quelque chose qui était un peu presque interdit. Mais quand on aime certaines disciplines, on s'impose. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est des milliers de femmes qui pratiquent le sport de combat. C'était 2 combats en un seul pour vous, les femmes. C'était un petit peu pratiquer le sport et surtout réussir. Oui. Non, la lutte, c'est lutter pour s'imposer. C'était important.
Et il fallait que mes débuts, je me déguisais des fois pour pouvoir pour ne pas me faire remarquer que je porte un kimono dans un milieu masculin. Et ça a marché. Et là, j'ai pu réussir malgré que mes collègues et mes amis qui pratiquaient le sport, parce qu'un sportif, il est très ouvert d'esprit. Et on a toujours trouvé le sport, il était développé, on avait un esprit très ouvert. Et seulement, c'est la mentalité, choisir. Il y avait le tennis, il y avait le basket, le handball et tout, sauf le sport, bien sûr, de combat, c'est le kimono, c'est différent. Pour vous, c'était quoi de pratiquer, ça faisait quoi de pratiquer du sport quelques années après l'indépendance pour un pays qui était en pleine reconstruction? Écoutez, c'était quelque chose de très naturel. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que le sport algérien a progressé. Le sport, c'était une matière au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'école primaire, Donc on y venait naturellement au sport. On ne choisissait pas le sport, c'est le sport qui nous choisissait. On avait des enseignants de PS qui étaient là, qui avaient été formés, qui étaient derrière nous. Moi, j'étais au lycée Idrissi, un lycée qui est très connu donc, à Algérie. J'étais au CEM Aïssa Tidir à côté, donc, qui était mitoyen. Donc le sport, c'était une matière qui faisait partie de notre vie. On ne pouvait pas vivre sans le sport. Et donc, il y avait des jeunes qui continuaient, qui étaient doués, qui étaient repérés par ces enseignants de PS et qui allaient vers le sport civil. Chose qui est différente maintenant. Maintenant, le sport scolaire recrute dans le sport civil. Quand il y a des manifestations scolaires, on va chercher dans le sport civil. Alors qu'avant, c'était le sport civil qui allait chercher dans le sport scolaire. Donc, le sport, c'était quelque chose d'obligatoire. On le faisait, c'était machinal. Donc, on ne choisissait pas. C'est le sport qui nous choisissait. De toute façon, on va y revenir dans la deuxième partie qui sera consacrée au musée des sports. On va revenir notamment sur la création de fédérations et du comité olympique algérien avec des témoignages vivants et exclusifs pour Canal Algérie de donc Mustafa Agoulmine et Mustafa Al-Arfaoui, deux membres, les deux survivants du bureau exécutif du comité olympique algérien. Mais avant cela, quelques faits marquants, mais liés également au 58e anniversaire de l'indépendance, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a honoré hier deux figures de la glorieuse équipe du FLN, à savoir donc Mohamed Maouch et Hamid Zouba. Très content qu'ils soient honorés eux également par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi. Et il y avait une très belle ambiance au niveau du ministre de la Jeunesse et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on voit les deux anciennes figures un petit peu décrire l'ambiance et surtout parler de l'époque où cette équipe avait décidé de répondre à l'appel du Front de Libération Nationale et tout fraîchement élu. Salima Souakri, ça vous fait quoi de l'avoir C'est un acquis, c'est un plaisir de voir une judokate, oui. Une sportive, une judokate qui est quand même, qui connaît le terrain et qui va comprendre très bien la vraie sportive. Parce que quand on parle parce que c'est une femme de terrain. C'est une femme de terrain, entraîneur, elle est passée par entraîneur national, entraîneur de GSP et tout. Et elle a une grande expérience, il faut la laisser travailler. Elle peut donner un grand plus pour l'élite sportive. Parce qu'on est vraiment... Il y a beaucoup de lacunes, Alors, laisser travailler, c'est ce que je retiens, et c'est sur ce terme que j'interpelle mon ami Nordine Hani. Ça n'a pas été le cas pour plusieurs d'entre eux. Ils s'étaient plaints un petit peu de ne pas avoir beaucoup de liberté de manœuvre, surtout. Absolument, donc on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on espère qu'à l'avenir, que quand on ramène des gens d'expérience, comme elle l'a dit, Salima Souakri n'est plus à présenter. Salima est connue, elle a été athlète, elle a été entraîneur, elle a fait de hautes compétitions, elle a participé à beaucoup de manifestations, elle a été dans des associations, elle est à l'UNESCO. C'est une personnalité publique qui connaît bien le monde du sport, elle connaît les sportifs, elle sait
comment arriver à des fins. Donc si on met des personnes, il faut les utiliser. Il ne faut pas les mettre pour les mettre. Ce n'est pas un présentatoire que de mettre une personnalité. Il faut lui donner l'occasion de s'affirmer, qu'elle s'entoure d'abord... Profiter de son expérience. Absolument, qu'elle s'entoure d'abord de conseillers, puisqu'elle sait, elle connaît les gens du sport, donc qu'elle s'entoure de gens et qu'on la laisse travailler, qu'on la laisse aider cette jeunesse, parce que c'est toute l'Algérie, c'est une jeunesse, il ne faut pas l'oublier. C'est 70% de la jeunesse, et Salima Souakri, je pense qu'elle est capable si on la laisse travailler. Très bien, on écoute à présent le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, ainsi que Mohamed Maouch, membre de l'équipe du FLN, au micro de Sid Ahmed Bourey. هي رسالة تواصل الأجيال، هي رسالة عرفان والتقدير. Par cette circonstance, nous voulons transmettre un message à la nouvelle génération en exprimant notre reconnaissance envers ces valeureux sportifs moudjahidines qui ont constitué la glorieuse équipe du FLN à travers un acte sans précédent qui a donné à l'époque une dimension incommensurable à la révolution algérienne. Aujourd'hui, en cette journée mémorable, la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet, qui est aussi la fête de la jeunesse, et nous sommes justement au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports pour marquer l'événement. L'Algérie nouvelle a besoin de sa mémoire. Et au nom de la fondation de l'équipe du FLN, on rend hommage à tous les membres de l'équipe. Voilà, on remerciera jamais assez cette équipe du FLN qui a été courageuse en quittant leur club respectif. Je parle des joueurs pour allier l'équipe du FLN et constituer une grande équipe qui fera un petit peu ce qui sera un grand boom sur le plan médiatique pour la cause de la révolution. Absolument, je pense que c'est la chose qui a été la plus médiatisée, c'est celle qui a ramené le plus à la révolution algérienne, il ne faut pas se le cacher. Voir des joueurs qui étaient prêts à jouer un championnat du monde, il y avait des joueurs qui devaient jouer Zitouni, Makhloufi, qui quittent pour aller de l'Algérie, ça a été un rappel. Moi, j'ai eu la chance, donc, en faisant le Krebs d'Ayoun Turk, d'avoir comme surveillant général un ancien, Allah yarhamou, Hassan Bortal, qui faisait partie de cette équipe nationale. C'était un plaisir, il nous prenait de temps en temps et il nous parlait de cette équipe nationale, de cette équipe du FLN. C'était un plaisir de l'écouter, c'est vraiment quelque chose de magnifique et je pense que dans l'histoire de l'Algérie, l'équipe du FLN a une grande part. Et c'était une idée de génie de commettre cet acte. Mais absolument, donc malgré le fait que les gens essayaient de se rebeller, de se battre dans les maquis et tout, mais il fallait un coup d'éclat, il fallait aviser le monde entier, il fallait que tout le monde soit au courant qu'il y avait un pays qui s'appelait l'Algérie, qui était colonisé, qui voulait sa liberté. Et le seul message qui pouvait être transmis, c'était celui qui a été transmis par ces valeureux footballeurs, ceux qui sont encore en vie, comme on l'a vu avec Maouch, avec Zouba, donc des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses, de leur jeunesse, de leur avenir pour lancer ce message, un message qui a atteint son but et on est fiers d'appartenir à cette génération de footballeurs. Et c'était, il faut rappeler pour l'histoire, c'était un 13 avril 1957. Voilà donc pour ce qui est de l'équipe du FLN et tout ce qu'ils ont fait, c'est pour que les sportifs algériens baignent surtout dans un climat d'indépendance. Et plusieurs années plus tard, on a eu de grands champions à l'image de Morsli, Beni Damerah et bien évidemment 2 Coupes d'Afrique en football.
pas que, puisque dans d'autres disciplines, les Algériens s'étaient illustrés. Je parlais de Tawfiq Makhloufi. Dernièrement, il s'était plaint, il est inquiet surtout par rapport à son retour sur Alger. Il est bloqué au niveau du centre de préparation en Afrique du Sud, ainsi que 11 autres athlètes au Kenya. Eh bien, les pouvoirs publics, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont promis de rapatrier le champion olympique Tawfiq Makhloufi, mais aussi tous les autres athlètes qui se trouvent bloqués dans plusieurs pays depuis la propagation de la pandémie de coronavirus. Le champion olympique est double médaillé d'argent des Jeux de Rio. Sur 800 et 1500 mètres, Tawfiq Makhloufi a déploré à partir de l'Afrique du Sud la situation dans laquelle il s'est retrouvé en raison de la pandémie et la fermeture des frontières. Nordin, commentaire. Tawfiq Makhloufi a tout à fait raison de se sentir un petit peu lésé, de se sentir abandonné, mais je pense que l'État pense à ramener ces gens-là. On est tombé dans une situation où il y a eu ce Covid qui a surpris tout le monde. Donc il n'y a pas que Tawfiq Makhloufi qui est confiné quelque part, qui est perdu quelque part. Beaucoup d'Algériens se sont plaints, ils sont un peu partout à travers le monde. C'est vrai que Makhloufi reste un médaillé d'or algérien, il a donné à l'Algérie, mais je pense que tous les Algériens méritent de revenir. On a déjà ramené, on les a vus, on nous a ramenés de Turquie, on nous a ramenés d'Arabie Saoudite, on a ramené de France, on a ramené. Je pense que ça va être le tour de Tawfiq Makhloufi, de ceux qui sont aussi, je pense, au Kenya, à travers le mari de Benida, qui sont au Kenya. Il y a beaucoup donc de gens qui sont à l'extérieur du pays, et je pense qu'on est en train de tout faire. Et c'est pas de la démagogie, et je suis pas en train de brosser dans le sens du poil, mais je pense que c'est une situation délicate et il faudra patienter un petit peu, et on sera content de revoir notre grand Makhloufi. L'État s'organise en conséquence pour rapatrier d'une manière organisée tous les Algériens qui se trouvent à l'étranger. Des propos rassurants des pouvoirs de public jetés envers ces athlètes. En tout cas, ce que je sais, c'est que la plupart de nos athlètes qui sont partis pour se préparer, parce que l'année olympique, c'est une année très importante, et surtout avec les tournois qui n'ont pas été, qui étaient programmés et qu'on n'est pas arrivé à les organiser. Et là, cette pandémie, a tout chamboulé. Oui, a chamboulé le tout. C'est vrai que les Algériens sont un peu partout, ils sont tous concernés, mais les sportifs, c'est un peu spécial. Parce qu'une préparation de 4 années, après il y a un arrêt total, c'est pas évident, c'est pas facile. Oui, il faut savoir que les aéroports, certains sont fermés, les couloirs aériens sont fermés, c'est pas évident. Donc c'est pas aller hop, on envoie un avion et on va ramener donc Tawfiq de l'Afrique du Sud, de là où il se trouve. Donc je pense que c'est tout un truc à étudier. Les gens sont derrière et j'espère que bientôt notre Makhloufi sera là, ainsi que tous les Algériens. Je dis bien tous les Algériens qui désirent et qui ont cette envie de rentrer. On en connaît tous. Moi, j'en ai même dans la famille qui ont été rendre visite à leurs enfants en France. Moi, j'ai quelqu'un qui a été rendre visite à son enfant qui est en France. Et depuis 4 mois, ils sont coincés là-bas. Le papa et les enfants sont ici et la maman est en France. Voilà, en tout cas, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sidi Ali Khaldi, s'est déclaré donc personnellement assuré de son confort et du confort de Tawfiq Makhloufi et des conditions de résidence à l'instar des athlètes dans toutes les régions du monde, en particulier les coureurs présents à Nairobi et les nageurs présents à Montréal. Voilà pour les athlètes bloqués à l'étranger. Une information de boxe. Nordin Hani, les Algériens Ben Chebla, Morjan et Roumaïssa Boualam chez les dames dans le top 10. Ça, c'est important. Absolument, donc c'est une très bonne chose. Donc être dans le top 10 de l'AIBA, c'est quelque chose de très important. C'est pour montrer encore une fois que la boxe algérienne est toujours là, qu'elle est toujours dans le Gotha mondial, avoir donc 3 Algériens dans une fille boxeur donc dans ce top. Elles sont 2 qualifiées pour les Jeux. Absolument. Et puis c'est pas terminé, puisque les points comptabilisés lors des tournois des Jeux olympiques de Tokyo
ne sont pas comptabilisés encore. Ils le seront avant les JO. Donc il y a des boxeurs comme Mohamed Felici, comme j'ai cité par exemple Mohamed Houmri, lui il est 13e, il peut gagner des points, rentrer dans le top 10. Felici peut rentrer, et on a beaucoup d'autres, donc c'est une très bonne chose pour la boxe algérienne. Voilà pour la boxe, on passe au basketball. Sachez que le CR Ben Issaf, qui était très proche de faire son retour parmi l'élite, messieurs, après 15 ans d'absence, voit son rêve se briser suite à la récente décision de la Fédération algérienne de basketball de décréter une saison à blanc à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, tout en se montrant compréhensive, la direction du CR Ben Issaf s'est dite toutefois très déçue par le sort qui a été réservé à son équipe première, auteur d'un parcours de premier ordre en championnat de National 1. Groupe Ouest, c'est Farouk Adjroudi qui s'est exprimé à nos amis de l'APS. En effet, en décrétant une saison à blanc, la fédération a annulé l'accession et la relégation dans tous les paliers, comme indiqué par l'instance fédérale en fin de semaine passée. Voilà pour le basketball. On reste avec le basket. Ben Issaf ne pourra jamais mourir. Ben Issaf, de tradition, c'est une ville de basket. On a parlé déjà de son histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains qui étaient installés à Ben Issaf, qui avaient installé des panneaux, et les gens de Ben Issaf respirent le basket. Et donc, ça s'appelle les Soudani, absolument. Donc Ben Issaf n'accédera pas cette année, mais Ben Issaf ne mourra jamais. Ne mourra jamais. D'ailleurs, ça sera la thématique de la semaine prochaine. On se déplacera, Inch'Allah, à Ben Issaf pour revenir avec une très belle matière, à savoir de très beaux reportages. On reste avec le basket. La semaine dernière, nous avons évoqué la situation du Wydad de Boufarik qui jouait le titre, et malheureusement, le report du championnat a fait que c'est une saison à reporter. Et bien cette fois-ci, on va s'intéresser au toujours jeune meneur de l'équipe du Wydad de Boufarik, Halim Kaouane, qui malgré ses 38 ans continue à rêver de titres national et international. Et donc nationaux et internationaux pour Halim Kaouane. Il s'est confié à travers ce portrait à notre ami Rachid Mekidesh, réalisateur de la chaîne nationale. وداد بوفاريك عاودت رجعت ليها هذول السنتين هذه اللي بوفاريك للفريق تاعنا اللي في القلب، اللي المستحيل اللي تنساه، اللي تربينا فيه واللي دينا الاسم فيه واللي عمرنا ما ننساو الخير تاعو، حتى في المسيرين، حتى في الحمد لله هذول السنتين هذول اللي لعبناهم. يعني العام اللي فات ما كانش معنا الحظ اللي توقفت البطوله شهرين ولا 3 شهور، من بعد ما ساعدناش الحظ باش خطينا الكاس ولا البطوله. والسنه هذه يعني نقدروا نقولوا كيف ما عندناش الحظ، ولكن ان شاء الله ربي راح يكون عندنا بروجي لقدام، راح تعاود ترجع بوفاريك اللي كانت تاخذ في البطولات 10 سنوات ان شاء الله ربي. والمباراه هذه يعني لها طابع خاص. وداد بوفاريك مولودية الجزائر طابع خاص اللي ما لازمش تخسر فيها، وكرة السلة هي خسارة وفوز. كما قال واحد المناصر قال لهم نربحوا المباراة تاع مولودية الجزائر ومعليش ما ناخذوش الكاس. والله احسن فريق لعبت فيه من غير بوفاريك يعني النصر الليبي. لو ساعدكم الحظ وشفتوا الفيديوهات تاع النصر الليبي، يعني الجمهور ولعب كيفاش كان المستوى في النصر الليبي، يعني راح تعرف كثير على كرة السلة الليبية. والحمد لله نفتخر باللعب في النصر الليبي اللي كان حتى هو زدت تألقت
وكان عندي كان عندي عروض اخرى من البلدان واحده اخرى كما تونس كما المغرب كما قطر يعني، وتخليت عليهم وبقيت في ليبيا لاني عشت حياه صح تاع كره السله في ليبيا. المنتخب الوطني يعني اي واحد اي لاعب واي شاب يتمنى يكون في المنتخب الوطني، والحمد لله لي الشرف راني من 2001 وانا في المنتخب الوطني الحمد لله، وكان لنا الشرف باش تحصلنا على البطوله العربيه في السعوديه. وكي تلعب في المنتخب الوطني يعني تحس روحك باللي راك تأدي في الواجب الوطني تاعك. وان شاء الله عندنا تصفيات هذه تاع كاس افريقيا، لعبنا كونتر الرأس الاخضر يعني جزنا المرحله هذه، والمرحله الجايه ان شاء الله راح تكون صعيبه، ولكن عندنا لاعبين باش ان شاء الله ممكن نقدموا ما احسن ان شاء الله. طموحات في وداد بوفريك يعني الحمد لله المسيرين تاعنا عندهم مشروع كبير اللي كما قلت لك من الاول راح لوبجيكتيف تاعنا نعاودوا نرجعوا اللاعبين تاع بوفريك اللي يلعبوا منا راح يكون عندنا لي زوبجيكتيف نلعبوا شامبيون عرب، بطوله افريقيه ان شاء الله بربي. كما قلت لك راح نعاودوا باذن الله نرجعوا بوفريك اللي كانت في التسعينات، اللي كانت تاخذ على كما كاش في الموسم يعني ياخذوا لقب واحد على الاقل لقب واحد، وهذه ان شاء الله بربي راح نوعدكم باللي راح تكون هذه باذن الله على كما كانت بوفريك زمان ان شاء الله. C'était l'extrait d'un portrait de 13 minutes que nous a consacré notre ami Rachid Mikidesh, un 13 minutes qui passera sur la chaîne nationale terrestre dans les jours à venir. Merci encore une fois Rachid Mikidesh. On quitte le basket pour parler de natation. La semaine dernière, nous avions diffusé le portrait du jeune prometteur Sayoud, Jawad Sayoud, le nageur. Et cette fois-ci, nous avons son papa pour avoir de ses nouvelles, Nordine Hani, Sayoud, que vous avez suivi depuis son jeune âge. Il était ici il y a quelques années et ça nous fait toujours le plaisir qu'il soit parmi nous. Il avait peut-être 12 ans à l'époque, il avait peut-être 12 ans. Maintenant, il se rapproche de... Il a 20 ans, Jawad. Il a une carrière qui est bien tracée. Il y a un papa qui est derrière, qui est en train de suivre sa carrière. Le corona l'a un peu perturbé, donc il était en Hongrie, il était avec la nageuse olympique, il était bien suivi, mais le confinement a fait qu'il ne pouvait pas rester seul. Il est revenu, mais ça c'est le papa qui va nous le raconter. Voilà, le papa, il est avec nous en direct à partir de France, donc pour nous donner des nouvelles de son petit Jawad, Halim Sayoud. Monsieur Sayoud, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nordine, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour l'invitation. Alhamdoulilah, on va très bien, surtout on aimerait avoir de vos nouvelles, toute la famille ainsi que le futur grand champion. C'est un champion, il est qualifié au jeu, mais il est toujours jeune, on va dire. Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Bah, écoutez, pour vous donner des nouvelles, je vais vous donner quelques nouvelles de Jawad, si vous permettez. Oui, avec plaisir. Bon, Jawad, c'était prévu qu'il reste à Budapest avec la nageuse olympique Katin Kaoutsou jusqu'aux Jeux Olympiques, mais comme il y a eu la crise du coronavirus, on a été obligé de le rapatrier ici chez nous en France. Et depuis longtemps, c'était prévu qu'il intègre un groupe très relevé à Nice, où il y a un très grand entraîneur qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde,
qui est le plus médaillé en matière d'entraîneur médaille olympique en France. Oui. En matière, c'est monsieur Fabrice Pellerin. C'est un entraîneur qui est très connu. Et il a un groupe quand même très élevé. Par exemple, il a un Suisse, Jérémy Desplantes, qui est champion du monde, champion d'Europe. Une nageuse aussi qui est médaillée olympique. Ça a été difficile de l'intégrer dans ce groupe. C'était prévu qu'il intègre le groupe au mois de septembre. Et comme il y a eu un chamboulement dans le calendrier international, on a prévu qu'il intègre le groupe cette année. Dit que ça fait déjà une semaine qu'il s'entraîne là-bas. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile parce que quand même c'est un entraîneur qui n'accepte, qui a 300-400 demandes de nageurs, mais il a accepté personne. Il a accepté Jawad pour ses qualités aquatiques et pour son éducation aussi, pour son sérieux et son dévouement à la natation. Il a certainement été perturbé en raison de la pandémie Covid-19, lui qui a assuré sa qualification avec les minima B pour les Jeux de Tokyo. Enfin, pas trop perturbé. On a été perturbé comme tout le monde. On a été pris par le temps, par tous les événements qui a été très rapide. Heureusement que j'ai pu le rapatrier ici chez nous. Oui. On a passé tout le mois de Ramadan avec nous, en discutant avec beaucoup de techniciens, notamment des techniciens algériens. Et l'un des techniciens qui est à côté de vous, même, on revient vers lui. Et après, on lui a acheté beaucoup de matériel de musculation. Il s'entraînait ici à la maison. Et depuis le 11 mai, il a repris l'entraînement de natation avec le club. C'était parmi les premiers nageurs à prendre la natation depuis le 11 mai en France. C'est parmi les 4 nageurs qui ont repris la natation en France le 11 mai. Et ça se passe bien. On a fait un suivi par un psychologue, on a fait le suivi d'un nutritionniste. À la reprise, on a fait tous les bilans médicaux, échographie, tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est pour son bien, quoi. Surtout, je tiens à préciser qu'il y a 2 bilans à faire à tous les sportifs pour la reprise. C'est surtout la nutrition et la psychologie. Surtout, la prise de poids et le côté psychologique. La crise, elle a laissé des traces vraiment négatives au niveau des sportifs. Oui, je tiens aussi à remercier le président de la fédération, M. Hakim Bougadou, qui a été compréhensif. Il a été très efficace avec nous. On a été en contact avec lui. Je le tenais tout le temps au courant des négociations avec le club, de tout ce qui se passe, quoi. Et lui, il a été très efficace avec le ministère, qui a pris on a eu des promesses que le ministère allait nous accompagner dans ce projet. Le report d'une année des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est une aubaine pour lui ou bien ça l'a dérangé sur le plan mental? Au début, ça l'a dérangé parce qu'il était fin prêt pour réaliser les minima A. Il restait que 15 jours pour ses compétitions de prédilection. Oui. Et après, en discutant, on a beaucoup discuté, c'est devenu un avantage pour lui. Parce qu'il va prendre quand même une année. De plus, oui. C'est devenu vraiment un avantage pour lui, et surtout en intégrant ce groupe-là. Voilà, donc c'est une aubaine pour lui, on l'aura compris. Nordinani, voudrais vous poser une question et vous saluer en même temps. Oui, Marfa. Donc bonsoir Abdelhalim, donc ça me fait plaisir de vous avoir. Donc on sait que Jawad était donc en Hongrie, il avait beaucoup de chance avec l'entraîneur qu'il avait, avec l'Hongroise qui est championne olympique. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous êtes rentré en France et vous avez un double choix, puisqu'on en avait parlé. Vous m'avez demandé mon avis. Soit rester près de chez vous et s'entraîner avec un jeune entraîneur, mais qui avait donc une ambition de sortir de grand champion, soit aller à Nice avec ce grand entraîneur. C'était dans l'indécision. Qu'est-ce qui a fait basculer les choses pour que Jawad aille à Nice? Oui. Oui, écoutez, au début, Jawad, avant, il revenait tout le temps vers moi. Et c'était vraiment une décision très, très difficile à prendre. Comme vous l'avez dit, je suis revenu vers vous, je suis revenu vers quelques techniciens algériens. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Comme je disais que c'était une décision très difficile à prendre avec la crise du Covid. On aurait aimé le garder près de chez nous à la maison. Et
c'était vraiment une décision très difficile. Et même, vous avez dit, je suis revenu vers vous en téléphone, je suis revenu vers quelques techniciens en Algérie. Après, c'est Jawad qui a fait basculer tout ça. Tout le monde, on a dit que c'est mieux que d'emmener Jawad voir la structure. Et quand il est parti là-bas, on a discuté après. Il a dit, papa, je préfère aller à Nice et tenter ma chance pour toujours, parce que dans sa tête, c'est un projet, c'est pas un projet de courte durée, c'est pas un projet qui va jusqu'à 2021. Avec cet entraîneur, c'est un projet qui va jusqu'à 2024. Donc c'est ce qui vous avait emballé. C'est un projet de Paris de 2024. Hein. Très bien. Voilà. Eh bien, jusqu'à 2024, on peut que vous souhaiter bonne chance, bien évidemment. Ça sera très dur à réaliser, mais connaissant votre volonté, Inch'Allah, accompagnée par les encouragements et de la fédération et des amis de Jawad Sayoud et de toute la famille, Inch'Allah, on arrivera à atteindre cet objectif ensemble. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Et avec vous aussi, je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous donnez à Jawad. C'est notre devoir. Et Jawad aussi, il apprécie beaucoup. Hein. Là, maintenant, on enregistre l'émission pour que quand il rentre de l'entraînement, on lui envoie par mail. Voilà, Inch'Allah. Il faut le saluer et surtout lui dire bonne chance et on est tous derrière lui. Merci beaucoup, Mokhtar. Merci beaucoup, frère. Merci, M. Sayoud Halim. Voilà, il était en direct avec nous à partir de France. C'est encourageant et surtout, ce qu'on retient, surtout la volonté de toute une famille pour réaliser cet objectif. C'est pas facile à vivre. Oui. Et toute l'Algérie, c'est bien de le rappeler. Merci, Halim. Absolument. Donc, c'est pas évident pour Jawad. Il est jeune, très jeune. Il a été obligé donc de partir, de quitter sa famille. C'est pas évident de quitter le cocon familial hein, pour un jeune. Rappelons qu'il est de Constantine. Oui. Fait un coucou à tous les gens, la piscine de Sidi Msid, c'est là où il a fait ses débuts. Et ensuite, il s'est retrouvé donc en Hongrie, dans des conditions d'athlète de haut niveau. Il revient en France, où ses parents se sont installés en France. Pour lui, donc, tout ce qui est fait sur la base de la réussite de Jawad. La piscine où il va aller à Nice, c'est une piscine où on doit payer très cher. Heureusement, on vient de le signaler, que le ministère va accompagner Jawad. J'espère que ça va se faire, que la fédération va accompagner. Et on remercie donc le président Bougadou pour ce que tu es en train de faire pour ces nageurs. Dans cette piscine, il n'y a que des champions du monde qui nagent là-dedans. D'ailleurs, la piscine, il y a 10 couloirs dans cette piscine. Les 10 couloirs sont réservés qu'à l'élite. Il n'y a pas d'école, il n'y a personne qui vient. Il n'y a que les nageurs. Et chaque nageur a son propre couloir. Donc Jawad va avoir son couloir à lui. C'est vous dire tout ce qui est mis en œuvre. J'espère que ça va marcher, qu'en 2024, on aura un grand champion. 2020 c'est demain, mais 2024, on aura, Inch'Allah, un futur Salim Ilès et d'autres grands nageurs et peut-être plus, Inch'Allah. Et à l'occasion des Jeux méditerranéens de 2022 également, importante surtout la qualité de la prise en charge pour la réussite d'un athlète. Ce qui est bien, c'est que quand il y a le soutien de la famille, quand c'est tout le monde qui est concerné, c'est la réussite, il y a la volonté de l'athlète et il y a aussi son entourage. Et là, il peut réussir. 2024, Inch'Allah, il n'y a pas d'autre secret. Non. Travail à long terme, bien élaboré et une bonne Ce qui est bien chez son père, c'est qu'il est derrière son fils. Il sait ce qu'il veut. Mais il demande les avis, il appelle les gens. Il est ouvert. On discute souvent, lui et moi, il me dit tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Je donne mon avis. Qu'un avis. Il va prendre d'autres avis. Et puis ensuite, voilà, c'est quelqu'un qui aime écouter les gens et qui demande les avis. Pas comme certains parents qui pensent que c'est eux qui vont tout et qui lui, il a compris. Lui, il a compris. Il cherche la réussite. Et pour arriver à réaliser ce projet, c'est bien sûr. Voilà, donc bonne chance à notre ami Jawad Sayoud pour la suite de son parcours. Il n'est qu'au début de la première partie du parcours, espérant qu'il sera un grand champion olympique. Le rêve est permis. Voilà, les brèves internationales de Sid Ahmed Bouraïb et on se retrouve juste après. Le Chinois Lin Dan, double champion olympique et quintuple champion du monde, considéré aussi comme une légende vivante de son sport, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans. Il avait pourtant affirmé à plusieurs reprises vouloir participer aux JO de Tokyo. Mais la superstar chinoise, redescendue à la 19e place mondiale,
après avoir conquis le fauteuil de numéro 1 à l'âge de 20 ans en 2004, a finalement renoncé, amoindri par les blessures à répétition. Le gaucher surnommé Super Dan avait terminé à la 4e place en 2016 à Rio. Le joueur a rendu hommage sur les réseaux sociaux à sa famille, ses entraîneurs, ses partenaires et ses supporters qui l'ont accompagné dans les hauts et les bas. Coup dur pour la star de MMA Khabib Nurmagomedov après la mort de son père et mentor Abdulmanaf, dont l'état de santé s'était dégradé ces dernières semaines après avoir contracté le coronavirus. C'est aussi ce dernier, ancien combattant de sambo, qui a initié son fils au sport de combat. Abdulmanaf est ainsi devenu l'un des entraîneurs les plus respectés de son pays avant de gagner une renommée internationale en faisant du Daghestan, sa région natale, l'un des repères des meilleurs combattants de MMA. Selon certaines sources, l'homme fort de l'UFC, dont il est le champion incontesté chez les poids légers avec 28 victoires en autant de combats, songerait sérieusement à prendre sa retraite. Une rumeur qui aura fait le tour du monde et provoqué la panique dans les cœurs des supporters blaugrana. En effet, et selon plusieurs médias espagnols, Lionel Messi songerait sérieusement à changer d'air. Le sextuple Ballon d'Or serait lassé des agissements de l'actuelle direction, qui l'accuse de faire fuiter des faits erronés dans la presse. Des faits qui le placent souvent dans le rôle du manipulateur. Fatigué de ces jeux de pouvoir et dépité par la tournure prise par le projet sportif, il songerait donc à quitter le Barça à l'issue de son contrat, qui prendrait fin à l'été 2021. Manchester City, et malgré les sanctions dues au fair play financier, serait prêt à mettre 150 millions d'euros, plus 3 joueurs, pour attirer le natif de Rosario, qui vient de franchir le cap des 700 buts en carrière. Le FC Barcelone, qui a pratiquement dit adieu au titre de champion et éliminé dès les quarts de finale en coupe, n'aura que le tournoi final de la Ligue des Champions pour espérer sauver sa saison. Malgré le rugissement infernal des moteurs, le silence était presque assourdissant. Après 4 mois d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, les bolides ont roulé pour la première fois à huis clos pour le compte du Grand Prix d'Autriche. Seules 2000 personnes, membres des écuries en compétition, ont eu le droit d'accéder au circuit. Archi-favori, Lewis Hamilton n'arrachera que la 4e place à cause d'une pénalité consécutive à un accrochage dans les derniers tours. C'est son coéquipier de Mercedes, Valtteri Bottas, qui a triomphé au terme d'une course animée, marquée notamment par 9 abandons. Charles Leclerc et Lando Norris complètent le podium. « Je n'ai pas de sentiment particulier à cet instant », a déclaré Hamilton à la fin des épreuves. La course est finie et je pense à aller de l'avant. Il devra toutefois rapidement réagir le week-end prochain. Et pourquoi pas prendre sa revanche pour tenter de renouer avec une victoire qui le fut à Spielberg depuis 2016. Mike, le fils de Michael Schumacher, légende vivante des circuits, a évoqué ses relations avec son père, toujours hospitalisé après sa grave chute de ski. La valeur la plus importante qu'il m'a transmise à mes yeux, c'est l'humilité et le fait de constamment avoir conscience, d'avoir les pieds sur terre, peu importe les circonstances, a déclaré celui qui voulait également pouvoir progresser et franchir les échelons en toute discrétion, sans être tout le temps associé au prestige que lui a légué son père. Je ne voulais en aucun cas être vu comme le fils de telle ou telle personne, ajoute-t-il. À 3 jours du début de la saison de Formule 2, le pilote allemand ne cache pas ses ambitions. Une belle saison pourrait d'ailleurs lui ouvrir les portes d'une écurie de Formule 1 dès l'année prochaine. Pour aller au bout de ses objectifs, Mike Schumacher compte bien s'inspirer des exploits de son père et idole, qu'il considère aussi comme le plus grand pilote de l'histoire. Voilà, Michael Schumacher, malgré le handicap, continue à donner et transmettre des leçons, même à son fils. Hein. Absolument, donc tel père, tel fils, comme on dit, donc c'est une continuité, comme le dit. Voilà. Le musée des sports, on y arrive avec, donc c'est la deuxième partie, et puisqu'on vient de fêter hier donc, le 58e anniversaire de l'indépendance, on va revenir un petit peu sur l'avant-indépendance et rappeler qu'il y avait de valeureux sportifs et de grands champions qui malheureusement donc évoluaient sous les couleurs du colonisateur. Et pas uniquement en football, il y avait dans plusieurs disciplines, l'athlétisme, la boxe, le cyclisme également, la gymnastique et pas mal d'autres disciplines.
Absolument, il y avait beaucoup de sports où les jeunes Algériens s'illustraient et ils s'illustraient de fort belle manière parce que c'était pas évident à l'époque. Avec le colonialisme, on ne laissait pas les gens donc progresser, on ne les laissait pas, sauf s'ils prenaient bien sûr leur nationalité ou s'ils viraient. Donc on a parlé de Alain Mimoun, de beaucoup d'autres qui ont fait. Mais vous parlez d'athlétisme, je vais vous devancer puisqu'on va parler de Ahmed Klouch. C'est quelqu'un qui est d'abord de ma ville natale, donc Orléansville. À l'époque, c'était Orléansville. Donc après, qui est devenu El Esnam, ensuite qui est devenu Chlef. Donc c'était un jeune qui courait, qui aimait ça. Et on revient au sport scolaire. C'est le sport scolaire à l'époque qui découvrait ces jeunes talents. Et Klouch a été découvert au même titre que son ami Gnaoui, qui courait avec lui. Et donc c'était quelqu'un qui était prédestiné à faire une grande carrière. Malheureusement, donc, il a été stoppé net par les mains assassines. Klouch, il est mort, il avait, je pense, 16 ans. Là, c'est le frère de Klouch, un ancien député. Absolument, c'est le frère de Klouch qui est toujours en vie. Et là, en photo avec son entraîneur, El Hadj Mshkalar, entraîneur au Mouloudia. Et d'ailleurs, il est mort juste après être rentré d'Alger. Il était venu s'entraîner avec Gnaoui à Alger, et il était rentré sur Chlef. Ils se sont séparés, donc Gnaoui était en 61. Gnaoui est parti d'un côté et Klouch est parti. Il n'arrivera jamais chez lui. Et pourtant, je peux vous dire qu'à l'époque, moi j'avais 7 ans à l'époque, donc je me souviens un petit peu, j'ai des souvenirs, puisque ça a fait un grand boom à Orléansville à l'époque, la mort de Klouch, parce qu'il y avait les pour, il y avait les contre. Beaucoup voulaient que Klouch reste vivant, parce qu'il le voulait, il devait courir les championnats du monde. Et donc c'était pour eux un Algérien, mais sous les couleurs françaises. Donc ça a fait beaucoup de boom. C'est quelqu'un. Il était champion de France junior. Il était champion de France junior. Il allait participer au Cross de la Nation, l'équivalent d'un championnat du monde. C'est quelqu'un qu'on voulait beaucoup. C'est quelqu'un qu'on voulait beaucoup. D'ailleurs, sa mort a laissé beaucoup de traces. Et Chlef, Orléansville, El Esnam, Chlef est devenu par la suite un vivier du sport algérien. On va parler de Gnaoui, on parlera de Tchad, je ne vais pas les citer tous, ils sont encore là-bas. Les frères Gouasmi, les Hammouni, ils sont très nombreux. Et Klouch, c'est le symbole de tout ça, c'est le symbole de toute cette jeunesse qui voulait s'exprimer. C'est comme quand on parlait de l'équipe de football du FLN, c'est des jeunes qui voulaient s'affirmer en tant qu'Algériens, courir pour ses couleurs algériennes, mais la mort les attendait autour. Et depuis l'indépendance, on commémore chaque année le cross Klouch. C'est l'un des plus grands cross. C'est l'une des meilleures stations du challenge national de la Fédération algérienne d'athlétisme. On écoute son compagnon de route, Bahloul Gnaoui, qui était avec lui le jour de sa mort. Il nous raconte ça avec émotion. شفع النهار اللي قتلوا فيه مات له 16 مارس فار ماكرودي سوار. انا عاقل كنا جينا من فرنسا درنا شامبيون دو فرانس جينا في رحبه الاربعاء بتنا باب الواد عندنا المدرب تاعنا الصباح رحنا لميري دالجي درنا تلفزيون بالراديو الواحد ركبنا على 5 كنا هنا في البلاد. من بعد انا كنت قال لي قناوي دار لي انا وياه قال لي قناوي انا نروح نحكم طاكسي وانت روح من البقعه. انا خذيت الرايه بالك تاع الرايه وفوت للدار. تكلم لي ايسان قال لي يا قناوي ما تفوتش الرايه ممنوع. كنا صغار ما على بالك ما تفوتش دينا قطع الرايه. تلاقيت مع العسكر بغى يتيري لي واحد الحركي. ذاك الحركي كان مقابلو قاوري ما قالوا ما تيريش. حبطوني فتشوني صابوا عندي باريمات راح لي راح. كان في عمرك الوقت هذا؟ 16 هما 16 كنا جينيور ذاك الوقت حنا كنا ما نعرفوش واش كاين نعرفوا الرياضه كنا ما نقبلوش والله العظيم اخوا. هيا جا درابو الجيريان ضربوا الجزائر والشرف تاعنا ما نبغوش قاوري يربح. كان تزايرت لا قاير كان عيطه القور كانوا كاينين العرب فهمتك ساعة كي لحقنا ليهم حنايا والله العظيم ما تشوفش معنا الضوء
ما نبغوش واحد يربحنا. والتاريخ تاعنا راك تفتشوا عليه سوا في المجاهد من 60 حتى 61 تسيبوا لي فوتو تاعنا فما وتصيبونا حنايا كنا نشرفوا الجزائر ذاك الوقت. Voilà, c'était Bahloul Gnaoui, compagnon de route de Hamed Klouch, le shahid Hamed Klouch. Il revenait justement sur le jour, donc ce jour qu'il faut retenir pour l'histoire, un 16 mars 1961, où Klouch a été assassiné lâchement par le colonisateur. On écoute, il a parlé avec émotion et on a suivi avec émotion, et c'est certainement le cas des téléspectateurs algériens, de connaître l'histoire aujourd'hui, au lendemain de la célébration du 58e anniversaire. Absolument. Donc, écoutez, un jeune, 16 ans, c'est le bel âge, qui revient d'un championnat de France. Il a battu des Français qui étaient cotés. Il va, il les bat en France. Il est champion junior, il est champion de France junior. Et il rentre chez lui à Chlef, donc il a passé la nuit chez Hadj Mouchral, donc à Bablouad. Il rentre chez lui à Chlef, les deux jeunes se séparent, ils rentrent chez eux, lui il part de Boukhal Sahnoun, on appelle ça Boukhal Sahnoun, c'est juste derrière la gare, donc c'est pas loin, il peut y aller à pied. Klouch habitait un peu plus loin, donc il voulait prendre un taxi et à l'époque c'était facile de tuer un petit jeune comme ça de 16 ans, c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu être un grand champion du monde de la course à pied, mais je pense qu'il a laissé son nom et son nom ne s'effacera jamais. C'est un des revers du colonialisme et de toutes ces atrocités, c'est de tuer des gens mais qui resteront à jamais dans l'histoire. On les tue jamais, on les tue peut-être physiquement, mais c'est des gens qui garderont. Au contraire, ça fait grandir ce nom de Klouch, et Klouch maintenant représente une région, représente un pays, représente une nation. Justement, je voulais avoir l'avis de Madame Mchti Fatma Zohra. Est-ce que c'est le comportement de ces athlètes sur les terrains de jeu, sur les pistes, dans les salles, et le dévouement surtout de ces moujahidines sportifs, de ce qu'ont fait ces chouhada, est-ce que c'est ça qui a donné la force aux athlètes de l'après-indépendance? Ce qui est sûr, c'est que les athlètes, les Algériens surtout, quand ils vont faire une compétition, ils vont représenter un pays, un drapeau. Je peux te dire une anecdote. Moi, au championnat du monde, j'avais un survêtement. À la fin de juste après la compétition, il y avait les échanges. On devait changer nos vestes et tout. Moi, j'ai enlevé ma veste, je devais la changer avec une Française. Après, j'étais réticente. Pourquoi? Sur place, j'imaginais le drapeau algérien. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce drapeau? Non, impossible. C'est le mien. J'ai pas pu lui donner parce qu'il y avait le drapeau. Et j'avais peur de le donner et faire quoi avec Algérie? Algérie, mon amour. Algérie, c'est notre pays qu'on aime beaucoup. Alors, ce qui fait, tous les Algériens, tous les sportifs, on ne se préparait pas, on n'avait pas les moyens, les moyens qu'il fallait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était du club directement, faire une compétition internationale. On ne faisait pas vraiment une préparation adéquate pour des compétitions de haut niveau. C'était surtout représenter le pays. C'est juste représenter le pays. On allait avec l'idée représenter le pays, le drapeau, c'était ça, c'était très important. Et je vous fais revenir un petit peu en arrière, avant que vous participiez donc à ces différentes compétitions internationales. Juste après l'indépendance, Nourdine Henni a eu donc l'obligation de créer des fédérations, l'obligation de créer un comité olympique algérien en prévision des Jeux de Tokyo. Témoignage vivant et exclusif pour Canal Algérie. Mustafa Al-Arfaoui, un grand monsieur du sport algérien, du mouvement sportif algérien, nous fait revivre cette période importante, à savoir la création du comité olympique algérien au lieu même où a été créé ce comité olympique. Je pense qu'immédiatement après la création des fédérations qui s'est opérée depuis le mois d'août 62, sur les instructions et les recommandations d'un ancien dirigeant sportif, c'est Abdoul Mahmoud, Allah yarhamou, qui était Mouloudia, et qui nous avait demandé de constituer les fédérations. Nous nous sommes donc réunis en prévision des Jeux Olympiques de 64 à Tokyo
nous avons décidé de créer, sur recommandation et après consultation par M. Agoulmin et Allam, auprès du Comité international olympique à Baden-Baden, nous nous sommes retrouvés ici dans ce magnifique bâtiment qui est la PC du Grand Alger, la PC d'Alger Centre plus exactement, et c'est là où existait à l'époque le Crédit municipal d'Alger. À partir de ce moment-là, M. Agoulmin était président de la Fédération algérienne d'athlétisme et Moutahaddad était président de la Fédération algérienne de natation. Nous nous sommes réunis avec toutes les autres fédérations qui avaient à leur tête des présidents élus démocratiquement et qui se sont retrouvés ici. Et nous avons tenu une assemblée générale sous la direction bien sûr du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'époque. Et nous avons tenu cette assemblée générale qui a permis d'aboutir à des élections d'un bureau exécutif du comité olympique algérien. Et c'est là où on s'est retrouvés pratiquement. Nous avions comme président élu, c'est Maouch Mohamed, qui était président de la Fédération algérienne de football. Nous avons eu également d'autres présidents. M. Agoulmin était président de la Fédération d'athlétisme. M. Chérifi Sidi Ali, qui était président de la Fédération algérienne de basket. M. Dr Bourkaïb Qaddour, qui était président de la Fédération de volleyball. Et d'autres amis, la boxe, c'est Belgadj Abdelrahman, le cyclisme, M. Medjebri, le président de la Fédération de handball était le trésorier général, et moi-même j'ai été désigné comme secrétaire général du comité olympique algérien. Et dans ce bâtiment qui était, comme je vous l'ai indiqué, le Crédit municipal d'Alger, dont le directeur était M. Agoulmin, et c'est lui qui nous avait invités à tenir notre assemblée générale ici. Et c'est donc ici que s'est tenue cette assemblée, dans cette magnifique place. Et ça me fait réellement plaisir de me retrouver quelques années, pour ne pas dire plus d'un demi-siècle après, me retrouver, alhamdoulilah, en vie et assister à cette présentation de la création du comité olympique algérien. Merci encore une fois à Ami Mustafa Al-Arfaoui pour ce témoignage vivant. Et justement, on va écouter un autre survivant de du bureau exécutif, à savoir Mustafa Agoulmi, qui était à l'époque président de la Fédération algérienne d'athlétisme. C'est sûr qu'après 50 ans, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans ces lieux. Et nous rappelle un petit peu cette réunion du comité olympique algérien. On était avec M. Allam Mohamed, qui était conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports. On était invité au comité olympique international et on venait juste à Baden-Baden, en Allemagne. On a assisté à cette réunion et on est rentré le jour même, vers peut-être 18 h. Et on est venu directement à cette réunion. On a trouvé ici les membres du comité olympique, c'est-à-dire les présidents de fédération, parmi lesquels il y avait le président de la fédération de football, M. Al-Arfaoui et M. Marouche, bien sûr. Et la réunion s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il y avait aussi, je crois, Allam, non ? Il y avait aussi Allam qui représentait la présidence et d'autres éléments qui représentaient le ministère de la Jeunesse et des Sports. La réunion s'est déroulée d'une manière normale, sans incident, bien au contraire. Et finalement, M. Marouche a été à l'unanimité, élu président du premier comité olympique algérien, et M. Al-Arfaoui comme secrétaire général de ce comité olympique algérien. Voilà pour l'histoire, comment a été créé ce comité olympique algérien. Et donc on doit être les dignes héritiers de ces grands messieurs et nos valeureux chouhada également, les grands sportifs qui étaient avant l'indépendance, qui faisaient honorer surtout l'Algérie. Vous avez mis le doigt sur un point important. Vous avez parlé de votre amour pour le drapeau algérien. Nourdine Hani certainement a quelque chose à dire et qu'on doit conserver surtout pour les générations futures. Le judo a donné de grands résultats. Vous étiez la première à participer à un championnat du monde.
en passant par Souakri et la grande consécration de belles médailles aux Jeux de Pékin, médaille d'argent pour Soraya Haddad. On va voir d'ailleurs les images pour terminer. Et Beni Khalef, médaille de bronze pour Haddad et Beni Khalef, médaille de bronze. Voilà. Médaille de bronze pour Beni Khalef et Haddad, médaille d'argent. Deuxième place, oui. Allez-y. Oui, oui, pour le judo, c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de travail parce que c'est un sport qui est quand même assez, qui a évolué, il y a eu beaucoup de changements. Et les Algériens, ils ont toujours bien défendu les couleurs de la nation. Et la preuve, c'est les résultats de Soraya, de Beni Khalef et tout. Et on a toujours existé. Malheureusement, les dernières années, il n'y a pas eu. Je sais pas. Oui, c'était surtout les 10 années noires qu'on a passées, ça a un petit peu chamboulé toute la décennie noire. Non, oui, ça a un petit peu chamboulé tout le programme de nos athlètes. Et Souakri qui aurait pu être la première championne olympique. Oui, Salima, normalement, logiquement, elle avait un très bon niveau. Malheureusement, à l'époque, toujours problème de filles. Je parle des filles sportives. On n'a jamais eu les meilleurs entraîneurs. On n'a jamais été bien pris en charge pour réaliser des podiums olympiques. Oui, elle pouvait, mais malheureusement, c'était pas... Nordine Hani, sur cette relation entre l'athlète et son appartenance à l'Algérie? Écoutez, moi je pense qu'il faudra faire une étude sur ça. On parle beaucoup de la grinta algérienne. Pourquoi les Algériens ont cette grinta, cette rage de vaincre? L'Algérie, avant la colonisation, c'était un peuple pacifiste qui était là. Et puis, il y a eu cette génération de combattants, des gens qui se sont révoltés, des gens qui se sont sacrifiés, des gens qui ont donné leur vie. Et ça a donné un nouveau caractère. C'est un caractère qui est dans les gènes maintenant. Se battre pour le drapeau, se battre pour Kassamen, se battre au-delà, parce que regardez un peu de par le monde, c'est une victoire qui est personnelle. Mais l'Algérien a ce plus, c'est cette rage de vaincre, de prouver. C'est son histoire qui le rattrape à chaque fois. Et on le voit donc à travers les Algériens. Vous voyez à travers le monde entier, le drapeau algérien est partout, dans toutes les manifestations. L'Algérien a ce plus. C'est devenu une marque déposée. C'est devenu une marque déposée. Et je pense que tous ceux qui se battent, pas uniquement dans le domaine sportif, hein, dans tous les domaines, l'Algérien a ce besoin de s'affirmer, de prouver, comme l'ont prouvé les aînés, qu'on était là. Et c'est ce que vous voulez transmettre aux athlètes actuellement. Mais vous n'avez même pas besoin de leur transmettre, vous n'avez qu'à leur parler de leurs aînés, ce qu'ils ont donné pour ce pays, pour qu'eux, à leur tour, ils donnent, et pour que cette Algérie reste toujours debout. L'Algérien, c'est un guerrier, c'est ça. Ça reste grave. C'est sa nature, c'est un guerrier. Il veut toujours s'imposer et avoir le dernier mot. C'est ça qui le différencie par rapport à d'autres peuples. Ça a des côtés négatifs quelquefois. Oui, mais bien sûr, mais quand même. Mais dans le sport, ça a toujours été un côté positif. C'était un stimulant pour que les gens réussissent dans le domaine sportif. Elle a fait l'équipe nationale. J'ai fait l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'entendre Kassamen comme vous êtes debout. Ça vous transporte, ça vous emmène vers... vous avez la chair de poule, vous vous sentez plus une personne, mais tout un peuple. On a beau rappeler à chaque fois qu'il y a de manque de moyens, mais des fois il y a ce côté un petit peu... Alors si ce côté, vous lui rajoutez les moyens... Ce sera le top, bien sûr. Ça fera une bonne recette pour réussir. Ça fera une bonne recette. C'est la recette qu'on vous propose à chaque fois. Il suffit, les cuisiniers sont présents, les ingrédients sont présents. Tout est présent. Alors, mettons le feu, quoi. Voilà, mettons le feu, surtout au niveau on va dire des stades et surtout là où les arènes, on va dire, hein, là où les guerriers s'illustrent à chaque fois. Et donc le message est passé aujourd'hui, espérons qu'on sera toujours à la hauteur. 52 chronos depuis la pandémie est consacré majoritairement aux exploits sportifs réalisé par nos grands champions, une manière un petit peu de vous rappeler qu'il y a une histoire du sport algérien à relater
Et donc, on vous remercie de nous avoir suivis. Mechti, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, je suis vraiment très contente. Et bonne chance pour votre parcours en tant que journaliste et sportive. Merci. Voilà, c'était Mechti Fatma Zora, notre collègue et ancienne championne en judo. Nordinani, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, j'espère bien. Voilà. Lundi prochain pour d'autres informations fraîches. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 qui nous a accompagnés aujourd'hui depuis la matinée. Et merci à Wafa Larouati ainsi que notre script fétiche, à savoir Fodil Nordin. À lundi prochain.